Effectivement, je vais vous présenter la première partie de cette controverse en vous expliquant pourquoi je suis pour, vraiment pour, complètement pour la participation des familles aux soins. Donc avant de commencer, je voulais juste vous préciser que quand je parlerai de participation, ce ne sera pas uniquement de participation active, mais également de tous les moments où les familles sont là et accompagnent le patient. Donc tout d'abord, c'est une question qui ne date pas d'hier, puisqu'en faisant un petit peu une revue de la littérature, j'ai retrouvé des études qui remontaient au début des années 80, notamment celle qui a été faite, une évaluation rétrospective en 82 au Foot Memorial Hospital à Jackson dans le Michigan. Donc en fait, ils ont été confrontés à 2 familles qui ont refusé de sortir pendant une réanimation cardio-pulmonaire. Donc à la suite de ça, ils ont décidé de faire une évaluation rétrospective, donc à petite échelle, puisqu'ils n'ont eu que 18 répondants. Mais parmi les répondants, 72% des personnes qui se sont exprimées auraient aimé être présentes pendant la réanimation de leurs proches. Donc depuis, les choses ont évolué. La réanimation, les soins d'urgence se sont en quelque sorte banalisés, démocratisés, puisqu'ils sont entrés dans la vie des gens par la télévision. Donc quand on parle de soins en réanimation, de quoi parle-t-on? On parle tout d'abord, bien évidemment, de soins techniques, de gestion d'urgence, de surveillance et de monitorage. Donc tout ça, ce sont des soins pour lesquels on a acquis des compétences techniques et théoriques qu'il n'est bien évidemment pas question de déléguer. Mais il y a tout un autre champ du soin, donc qui correspond à plus de soins relationnels, d'accompagnement, de confort, de nursing, auxquels on peut tout à fait associer les familles. Donc si on a tant de difficultés à le faire dans nos services, c'est parce qu'il persiste encore des freins. Donc pourquoi? Eh bien tout d'abord, on a peur d'être désorganisé dans notre travail, on a peur d'être envahi par une famille omniprésente, de devoir déléguer des soins techniques, on a peur de ne plus être à même de respecter le secret médical ou la pudeur du patient, on a peur des conflits, on a peur du regard de la famille sur nos pratiques professionnelles, surtout quand on est jeune, on a peur du traumatisme pour la famille et enfin, on a peur d'être parasité par les émotions de la famille. Donc vous verrez tout au long de mon exposé que ces freins n'ont bien évidemment aucun lieu d'être. Donc on pourrait arrêter très rapidement cette controverse avec cette diapositive, puisque des experts ont réfléchi bien avant nous, notamment ceux de la SRLF et de l'ASFAR, qui ont conclu dans la conférence de consensus de 2009 que la présence accrue des familles était possible, souhaitable et bénéfique. La famille peut assurer certains soins tels que des massages, des soins oculaires, des repositionnements et des distractions. Et il faut probablement impliquer les familles dans certains soins, en particulier en pédiatrie. N'est-ce pas, Christine? Donc, d'autres sociétés savantes recommandent également d'autoriser la présence des familles pendant la réanimation afin de faciliter le processus de deuil. Donc ça, ce sont des sociétés américaines, européennes, australiennes. Donc, Teresa Meyers, en 1998, a mené à Dallas, dans un service d'urgence d'un trauma center, une étude rétrospective. Donc, à base d'entretien téléphonique auprès de 25 familles de patients décédés. Donc, elle s'est aperçue que 80% des personnes auraient souhaité être présentes si on le leur avait proposé. Pour 96% d'entre elles, la présence des proches devrait être autorisée. Elle a également retrouvé que pour 64%, ils pensaient qu'être présent aurait facilité leur processus de deuil et que pour 68%, ils pensaient que la présence aurait aidé leurs proches. Donc, à la suite de ça, elle a décidé, toujours à Dallas, de mettre en place un protocole en se basant sur les recommandations américaines permettant la présence des familles pendant la réanimation ou les gestes invasifs. Donc, tout commençait par un entretien au cours duquel il pouvait écarter les familles qui présentaient des troubles psychiatriques ou une agressivité trop marquée. Et à toutes les autres, elle proposait, si elles le souhaitaient, d'assister à la réanimation ou aux gestes invasifs en étant accompagnée par une personne dite de soutien qui était là pour leur expliquer la situation. À J3, il distribuait des questionnaires aux soignants et à J60, il y avait un entretien avec la famille. Donc cette étude descriptive, quantitative et qualitative du vécu a porté sur 43 situations, 24 procédures invasives en urgence et 19 réanimations. 39 proches et 96 soignants ont participé. Donc, je vous ai représenté les résultats sous forme de diagramme. Donc, à la question qui était de savoir si les soignants étaient favorables à la présence des familles pendant la procédure invasive ou durant la RCP, ils ont retrouvé qu'une grande majorité de médecins seniors et d'infirmiers étaient pour. Par contre, au niveau des internes, les résultats étaient beaucoup plus mitigés, puisqu'il n'y avait que 33% des internes qui étaient pour la présence des familles pendant les procédures invasives et 19% pendant la réanimation. Ils ont ensuite interrogé les soignants pour savoir s'ils s'étaient sentis à l'aise pendant la procédure, en présence de la famille. Donc une grande majorité de soignants, quelle que soit la catégorie professionnelle, a répondu qu'ils s'étaient sentis à l'aise.
On leur a ensuite demandé s'ils étaient d'accord pour poursuivre le programme. Et donc là, plus de 90% des médecins seniors et des infirmiers étaient pour, et 50% des internes, ce qui est quand même bien supérieur aux 33% des internes qui étaient pour la présence des familles initialement lors des procédures invasives et 19% pendant la RCP. Donc cette étude a également montré que pour 95% des proches, ça les avait aidés à comprendre la gravité de l'état du patient. Ils pensaient également à 95% que leur présence était une aide pour le patient, même inconscient, et que leur présence personnifiait le patient qui apparaissait alors aux soignants comme faisant partie d'une famille. Donc j'ai repris des phrases qui avaient été entendues au cours des entretiens menés avec la famille. Donc les médecins étaient là pour les gestes, les procédures, j'étais là pour lui. Je savais qu'il m'entendait, il savait que j'étais là. L'expérience qu'il était en train de traverser, nous l'avons traversée ensemble. Ces derniers moments ensemble sont pour moi très précieux. Ça m'a aidé de voir exactement ce qu'ils étaient en train de faire. Je devais être là. J'ai su qu'elle était partie. Donc si on s'intéresse maintenant au vécu des soignants, pour 89% d'entre eux, ils pensent que être présent, quand la famille est présente, ça lui permet de comprendre la gravité de la situation. Ils pensaient à 93% que la présence des familles leur permettait de voir que tout avait été fait par l'équipe pour soigner leurs proches. Et plus de 70% pensaient que ça répondait aux besoins émotionnels et spirituels des proches et du patient. Donc j'ai repris encore des phrases qui avaient été dites par les soignants. Donc les proches ont vu que l'on avait fait tout ce qui était possible. C'était une dernière rencontre, un au revoir. Ça a aidé l'équipe de voir le patient comme un membre d'une famille et pas seulement comme un symptôme. Et plus d'attention était portée à la dignité et à la pudeur du patient. Donc, dans cette autre étude qui a été publiée en 2008 par Macadam dans l'Intensive Care Medicine, donc c'était une étude qualitative qui s'est intéressée au rôle que les proches pensaient avoir auprès du patient. Donc ils ont retrouvé 6 rôles. Donc tout d'abord, ils se reconnaissent dans une présence physique. Ils sont là, au chevet, ils peuvent tenir la main. Ils ont un rôle protecteur, de défenseur des intérêts du patient. Ils ont un rôle de facilitateur, d'interprète, de traducteur entre l'équipe soignante, l'équipe médicale et le patient. Ils ont un rôle d'historien, puisqu'ils sont en quelque sorte la mémoire du passé médical du patient. Ils ont un rôle de coach, ils sont là pour soutenir, pour encourager, pour redonner de l'espoir au patient. Et un rôle de soignant volontaire, ils sont là pour prodiguer quelques soins et pour recréer de l'intimité. Donc une autre étude que je voulais vous présenter, c'est l'étude française Présence qui a été publiée dans le New England en 2013. Donc elle avait pour objectif d'évaluer les conséquences psychologiques d'un décès sur un membre de la famille lorsqu'on lui donne la possibilité d'assister à une réanimation. Donc 15 unités de réanimation préhospitalière, donc des SAMU, ont participé. Donc la randomisation se faisait en 2 groupes. Le groupe intervention, on proposait à la famille d'assister à la RCP et si elle le souhaitait, elle était accompagnée par une personne de l'équipe. Et le groupe contrôle avec des pratiques habituelles. Donc 570 cas d'arrêt cardiaque extra-hospitalier ont été inclus. Et donc les résultats ont montré que quand on propose à la famille et quand on l'accompagne, eh bien, il y a près de 80% des proches qui souhaitent être présents pendant la réanimation du patient, ce qui est pratiquement le double du groupe contrôle. Donc cette étude a également montré que la fréquence de syndrome de stress post-traumatique était significativement plus élevée dans le groupe contrôle et qu'il y avait plus de symptômes d'anxiété-dépression parmi ceux qui n'avaient pas assisté à la réanimation. Ils n'ont pas retrouvé de différence concernant la déroulée de la réanimation. Elle ne dure pas plus longtemps parce que la famille est là. Pas de différence concernant la survie des patients. Il n'y a pas plus de stress parmi les équipes médicales en présence des familles et pas plus de plaintes médico-légales. Donc la dernière étude que je voulais vous présenter, c'est l'étude de Maïté Garoustangias qui a été publiée en 2010. Donc c'était une étude prospective monocentrique menée à Saint-Joseph à Paris. Donc l'objectif principal, c'était de recueillir la perception des soignants, des familles et des patients concernant la participation des familles aux soins. Donc les patients étaient inclus entre J3 et J5. 4 questionnaires étaient donnés à un membre de la famille. Donc, sur les soins qu'ils se sentaient capables de faire parmi une liste de 13, sur les perceptions qu'ils avaient de la participation aux soins, une évaluation des scores d'anxiété-dépression et une évaluation de la satisfaction. Un questionnaire était donné aux soignants et enfin, lorsque c'était possible, à distance de la sortie, il y avait un entretien téléphonique avec les patients. Donc, vous avez sur cette diapositive à gauche les 13 soins sur lesquels la famille et les soignants ont été interrogés. Et donc, ils ont retrouvé que la famille déclarait à 96% souhaiter participer aux soins. Mais de manière effective, c'est vrai qu'il n'était que 14% à le faire spontanément. Donc, j'ai ensuite essayé d'hiérarchiser les 13 soins donc dans 2 pyramides. La pyramide verte représente l'équipe, la pyramide violette, la famille. Donc, en bas de la pyramide, vous avez les soins que l'équipe délèguerait le moins facilement ou que la famille serait le moins encline à faire. Et en haut, ceux que l'équipe délègue le plus facilement ou que la famille a le plus envie de prodiguer. Et donc, on s'aperçoit
que globalement, la hiérarchisation est relativement similaire dans les deux pyramides. Les familles ne sont pas demandeuses de faire des soins très techniques, mais plutôt des soins d'accompagnement et de confort. Si on reprend le soin le plus technique, qui était l'aspiration buccale, dans les deux pyramides, elle se retrouve tout en bas. Donc, cette étude avait montré également un degré élevé de satisfaction parmi les familles et les patients qui avaient pu être interrogés à distance, pour 77% d'entre eux, s'étaient déclarés favorables à la participation de leur famille aux soins. Donc, en conclusion, je dirais que les familles ne sont pas de simples visiteurs. Leur rôle est pluriel. Ce n'est pas notre patient, c'est leur père, leur frère, le fils, l'ami de quelqu'un. La réanimation, quoi qu'on en dise, quelles que soient les mesures d'ouverture que l'on prenne, reste un passage difficile, voire traumatisant pour tous. Il n'y a aucune raison objective d'empêcher les familles de participer aux soins, si elles le souhaitent et si on les accompagne. Les bénéfices sont nombreux. Ça peut diminuer, comme on a vu, le syndrome de stress post-traumatique, les symptômes d'anxiété, dépression, et surtout, ça améliore la confiance et la collaboration qu'il peut y avoir entre la famille et l'équipe, en donnant à la famille une vraie place et un rôle dans une situation qui trop souvent la dépasse. Je vous remercie.